Commençons avec ton tout premier cours en naturopathie. Il s'agit de l'hygiène vitale. La base de la naturopathie se trouve dans cette discipline. Plus qu'un cours, c'est vraiment un, un art, une discipline et un style de vie. Alors, qu'est-ce que l'hygiène vitale? Pour te présenter ce cours et ce style de vie que tu vas appliquer, qui va devenir vivant pour toi, tout reposera à partir de maintenant sur l'hygiène vitale. Je vais te présenter l'histoire de l'hygiène vitale, comment on en est arrivé à en tirer un style de vie. Et puis, nous découvrirons les autres, la progression de l'hygiène vitale, parce que l'hygiène vitale nous parle de santé, mais le contraire de la santé, c'est la maladie. Donc, à ce moment-là, on ira dans j'allais dire les principes, mais dans l'étiologie même de ce que c'est que l'hygiène vitale. Mais j'y reviendrai parce que ça va faire beaucoup de termes. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'hygiène vitale? On va commencer par le commencement. On doit la popularisation de l'hygiénisme moderne, en tout cas, aux travaux d'Herbert Shelton, qui est un éducateur en santé. C'est le tout premier niveau quand tu commences la naturopathie. Enfin, le deuxième, tu es conseiller, mais ensuite, tu es un éducateur. Et je dis que c'est l'une des meilleures places parce que l'éducation, c'est la base, en fait, de tout ce qu'on va pouvoir recevoir de ce bagage avec lequel on va évoluer dans la vie. Donc, Herbert Shelton, éducateur en santé naturopathe, nous explique en fait que l'hygiène vitale, c'est l'application scientifique des principes de la nature à la préservation et à la restauration de la santé. Je reprends. Pour Herbert Shelton, et là c'est une définition en soi, l'hygiène vitale est l'application scientifique des principes de la nature. On va appliquer de façon prouvée les principes de la nature. Et dans ces principes de la nature, il y a cette phase de préservation et cette phase de restauration de la santé. Parce que quand on ne peut plus la préserver, on va venir la restaurer, la ramener. Voilà pour la définition. Et pour ma part, quand je parle d'hygiène vitale, avant de parler de préservation et de restauration de la santé, tu m'entendras toujours te dire que l'hygiène vitale, c'est un style de vie complet qui demande en fait à être expérimenté. Parce que je peux te dire que c'est bon de profiter du soleil, de l'air, etc. Mais si tu ne le pratiques pas dans la réalité, cela reste une lettre morte. Or, nous ne faisons pas du latin, nous sommes là pour pratiquer la santé et mettre en application bien toutes les lois de la nature. Expérimente l'hygiène vitale. C'est dans cela que je t'amène et dans une pratique au quotidien. Ton corps va se réguler sur ce style de vie. Un peu d'histoire maintenant. Tout commence dans les années 1820 et on va aller sur cette tranche de 1820 à 1830. Donc, on va se concentrer sur les travaux du père fondateur de l'hygiène vitale. Ce n'est pas Herbert Shelton, lui va apparaître après comme un grand promoteur, mais le père même de l'hygiène vitale, eh bien, c'est Isaac Jennings. Isaac Jennings, il va rédiger en fait les fondements, les principes de cette branche de la biologie. Et de lui va découler une série de précurseurs dans son temps, tels que Sylvester Graham, désolée pour la prononciation. Donc, Sylvester Graham va en fait montrer le lien qu'il y a entre l'hygiène vitale et la physiologie. C'est pourquoi, je répète, on est sur des connaissances scientifiques, pas juste sur des théories. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était
pas spécialement bien vu, tout ce qui parle d'hygiène vitale, parce que il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas dans l'hygiène vitale, des espèces de remèdes à faire avec des potions à l'époque, parce qu'on a eu l'époque de la chasse aux sorcières au début de la naturopathie, donc il n'y avait pas tout ça. On se basait vraiment sur des faits et sur des lois naturelles qui existent. Et pour la population, cela semblait trop simple. La population était habituée à tout ce côté un peu superstitieux, magique. Et non, là, en fait, avec la naturopathie, va venir poser ces fondements qui sont vraiment scientifiques avec ces avancées. Donc, Sylvester Graham, en fait, il va apporter cela, le lien entre l'hygiène vitale et la physiologie. Et la physiologie, c'est aussi la base. Comprendre comment notre corps fonctionne permet de ramener la santé. Mais on va y arriver aussi. Donc, il y a eu donc comme précurseur d'Isaac Jennings, Sylvester Graham. Ensuite, d'ailleurs, Sylvester Graham, il a également ouvert plusieurs boutiques d'alimentation naturelle. Il fait partie des pionniers. Donc, tout ce qu'on voit, les boutiques bio, on peut dire que ça vient vraiment de Sylvester Graham. Voilà, ça remonte à cette époque, les années 1820-1830. Dans les précurseurs de l'époque, nous avons également Dr. Russell Taker Troll, qui lui amène l'hygiénisme au rang d'une discipline en la promouvant dans ses écrits. Donc, il va rédiger plusieurs lettres, plusieurs ouvrages qui vont permettre, alors je parle d'ouvrages, mais pour moi ce sont des revues scientifiques où il va donner des conférences, où il va enseigner, donc maître de conférences, où il va enseigner vraiment l'hygiénisme. Ça devient une école, où il va d'ailleurs fonder sa propre école et former des hygiénistes, notamment en 1853 à Londres, où il va ouvrir cette école à lui. Il y a d'autres précurseurs à cette époque, donc notamment George Taylor, qui en fait partie. On va passer maintenant dans une autre phase où on va globaliser beaucoup de choses, donc de 1830 à 1860, et on va basculer sur le 19e siècle. Donc, de 1830 à 1860, il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles hygiénistes qui vont voir le jour, un peu comme des petits pains aux USA, et qui vont du coup fleurir parce que les gens, la population, va vraiment aimer ces principes d'hygiène vitaux. Et donc, ce sera vraiment mis en avant avec différentes techniques que nous allons voir, notamment l'hydrothérapie qui va donner un coup de boost à l'hygiène vitale. Il y aura des centres d'hydrothérapie où on va pouvoir venir faire des cures qui vont permettre de vraiment mettre en avant cette discipline et d'amplifier l'hygiénisme, du coup, notamment en 1844. 1844, qui est une date que je connais depuis très, très jeune sur tout ce qui touche à l'hygiène notamment. Ensuite, on continue avec une période de pause que va connaître l'hygiénisme dans l'histoire. C'est durant la guerre civile, donc entre 1860 et 1865. Là, on ne va pas trop entendre parler de l'hygiénisme. Cela va reprendre donc au 19e siècle avec Herbert Shelton, dont je vous parle depuis le début, qui lui va sortir plusieurs ouvrages, notamment donc des ouvrages qui sont en anglais, fondement de la cure nature, comme il disait à l'époque, qu'il va renommer de façon un peu plus tendancieuse et plus posée aussi, plus officielle, et qui sera renommé cet ouvrage Introduction à l'hygiène vitale. Il va également fonder la Société américaine des hygiénistes.
Donc, vous voyez donc bien que là, vous êtes en train de vous former aussi à devenir des hygiénistes. Et donc, Herbert Shelton, c'est vraiment un promoteur important de l'histoire de l'hygiénisme. Il va livrer des batailles juridiques sans nombre qui vont l'amener à sa ruine. Il va perdre tout son argent dans ces batailles parce qu'il y croit dur comme fer. Il fait partie des fondateurs, voilà, des disciples de l'hygiénisme et il va défendre vraiment cette discipline bête et ongle jusqu'à sa ruine. Donc, respect pour ces ancêtres que nous avons en naturopathie qui ont vraiment milité pour nous transmettre tout ce que nous savons aujourd'hui et qui nous permettent d'avancer, d'aller encore plus loin dans tout ce que nous pouvons faire comme découverte. On va également avoir, à la fin du 19e siècle, l'apparition de la loi de l'homéostasie dont tu m'entendras beaucoup parler en naturopathie. Voilà, je l'utilise même en dehors de la naturopathie parce que, en fait, quand on rentre dans l'univers de la naturopathie, de la santé, des médecines douces, des médecines ancestrales, il y a des mots qui se retrouvent partout. L'homéostasie, pour moi, je peux en parler quand je parle du cerveau, du bien-être psycho-émotionnel, quand je parle de la vie, quand je parle de communication, je vais placer ce mot partout. Voilà, en étant beaucoup à mon contact, c'est un mot que tu entendras utiliser beaucoup. Donc, voilà, donc ce terme donc, apparaît à la fin du 19e siècle, notamment plus précisément dans les années 1866, 65 certains diront, où Claude Bernard va parler de la loi de l'homéostasie. Mais on continue parce que dans les années 1900, là on est au 19e, j'ai basculé assez rapidement. Dans les années du 19e siècle, années 70, on va avoir également de très beaux travaux qui vont nous être livrés par le docteur Fry, donc T.C. Fry. Lui, il va en fait continuer d'approfondir le travail de ses pairs. Dr. Fry va en fait utiliser l'hygiène vitale pour carrément apporter des solutions de santé à la population. Alors, ça existait déjà avant parce qu'il y a eu des centres hygiénistes, donc cela se faisait, mais là, on va aller beaucoup plus en profondeur et ça va devenir vraiment comme une solution aux problèmes de santé que l'on peut avoir. Donc, Dr. Fry va en fait mettre en place, au travers de son centre hygiéniste, des cures de jeûne, donc ça au Texas. Il va également créer, comme j'appelle ça un grimoire, voilà, un livre qui nous sert de base, où il va parler de l'hygiène vitale dans plus de 108 leçons. Dans plus de 108 leçons. Je ne sais pas si tu te rends compte, 108 leçons. Moi, je suis en train de tout te synthétiser. Alors, en train de tout synthétiser, mais tu verras qu'on prend le temps d'aller dans chaque déploiement de l'hygiène vitale. 108 leçons. Donc, c'est une merveilleuse contribution que Dr. Fry nous a laissée dans les années 1970, pardon, pour les dates. Alors, de toutes les façons, même si je dirais une coquille, la vérité va se retrouver dans ton workbook, dans ton manuel, donc tu auras ce qu'il te faut. Voilà, voilà. Et s'il y a, si vous voyez des petites fautes, etc., n'hésitez pas à me faire un message que je puisse corriger de mon côté parce que cela peut arriver, j'avertis déjà. Même si je me relis. Des fois, on a beau se relire 10 fois, mais on ne voit pas les choses parce qu'on a vraiment les yeux là-dedans. Donc voilà. Et puis,
Alors, de Dr. Fry sortiront plusieurs étudiants qui sont connus. Donc, on a parmi eux Anthony Robbins, qui fait partie des étudiants de Dr. Fry. On a également Marilyn et Harvey Diamond qui ont écrit le livre Fit for Life, qui en fait a permis de démocratiser l'hygiène vitale dans les années 90. Et grâce à cette démocratisation de l'hygiène vitale, nous savons maintenant dans le monde entier ce que c'est. C'est un mot qui est utilisé, qui revient. Ce n'est plus un terme inconnu ou qui est vu comme pas sérieux. Non, on parle là d'une vraie science. Alors, en résumé, pour l'hygiène vitale, l'hygiène vitale est vraiment au cœur de la vie dès le début de l'existence humaine. Quand tu nais, l'hygiène vitale commence à prendre toute sa place. Et que ce soit au niveau de ton corps ou de ton esprit, que ce soit quand tu es en bonne santé ou quand tu es malade, il s'agit, l'hygiène vitale est un style de vie complet, est un style de vie intemporel. Il est complet parce qu'il régit tout, du début jusqu'à la fin de ta vie, la santé comme la maladie. Intemporel parce que, voilà, on y est du début de ta vie jusqu'à la fin. Il n'y a pas de fin à l'hygiène vitale. C'est aussi un style de vie qui est en harmonie avec la nature humaine, avec notre écosystème naturel et qui vient honorer notre planète. Enfin, l'hygiène vitale peut se distinguer en deux types différents. Donc, on parle d'hygiène préventive et d'hygiène curative. Pour en revenir à la définition où on parlait de cet aspect de maintien de la santé et de cet aspect de prévention, c'est-à-dire on fait de la prévention. Alors ça, c'est beaucoup ce que tu feras à titre personnel et également pour les autres, pour le collectif. On est dans de la prévention, donc on va veiller à préserver notre capital santé. C'est de la prévention. Ensuite, on va être dans la curation, donc dans le côté curatif plutôt. Curation, c'est un mot qu'on utilise en communication. Vous voyez les connexions qui se font. Donc, on va parler d'hygiène curative quand il s'agira en fait de venir restaurer, rétablir la santé. On va apporter des soins au corps afin qu'il puisse retrouver une santé qu'il a perdue. Voilà pour cette introduction à l'hygiène vitale. N'hésite pas à faire des recherches, à aller plus loin encore sur les divers pionniers et précurseurs d'hygiène vitale. Et puis, si tu as des questions, on pourra approfondir ensemble dans les sessions que nous avons en groupe. Imprègne-toi vraiment de cette base, de ce cours qui est la base, une des bases fondamentales de la naturopathie, de ta santé, de ton bien-être et de toutes les personnes qui sont autour de toi, auxquelles tu dois prendre soin, tes enfants, ton mari, etc. Tu peux toi aussi. Et je t'invite, parce que tu es là pour ça, tu es là pour incarner l'hygiène vitale et aussi pour transmettre l'hygiène vitale. Au travers de ta façon de vivre, tu transmets. Des fois, pas besoin d'aller prêcher la bonne nouvelle à tout le monde, mais juste d'être un exemple au travers de notre façon d'être et de vivre. Cela suffit à toucher les autres et à les amener aussi à vouloir intégrer ce style de vie dans leur quotidien. Voilà, on se retrouve pour la suite du cours.